Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Dao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 51, faites-vous partie des 1%? Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de thedaoproject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Si comme moi vous traînez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir passer cette image tirée de la série Game of Thrones. On y voit quelques personnages emblématiques et le texte. Je fais partie des 1% qui n'ont pas vu un seul épisode de Game of Thrones. Je le vois régulièrement ressurgir depuis la fin pitoyable de cette série, il y a presque 4 ans. Dans cet épisode, je ne veux ni vous parler de cette série, ni d'aucune autre, mais du mécanisme qui se cache derrière ce genre de publication en apparence anodine. Faites-vous partie de ces 1%? Faites-vous partie d'une autre catégorie? N'est-ce pas cool de se sentir un peu différent des autres? Oui? Allez, je vous décrypte tout ça avec un brin d'humour et comme toujours, sans aucun tact. Comme ce podcast n'est pas un objet mort et qu'il évolue avec moi, avec vous, avec le monde, je vais vous donner aussi une vraie pratique. Oui, un exercice taoïste que vous pourrez pratiquer à votre rythme et sur lequel vous pourrez partager vos retours. Allez, c'est parti pour les 1%. Bon, d'accord. Dire qu'on fait partie des 1% qui n'ont pas vu un seul épisode de la série en question ne semble pas prêter beaucoup à conséquence. Et on peut se demander comment ça peut faire l'objet d'un épisode de ce podcast. C'est vrai quoi. Qu'est-ce que ça change que j'ai vu ou pas cette série d'HBO? Bah rien. Strictement rien. Je n'ai pas développé une quelconque qualité, que ce soit en la regardant ou en la boycottant. Je ne suis pas plus intelligent en l'ayant vue qu'en l'ayant ignorée. Je n'ai rien appris sur moi, sur l'univers, sur la vie, dans un cas ou dans l'autre. Son impact réel est proche du zéro absolu. C'est un non-événement. Oui, enfin, il y a quand même des gens qui ont été marqués par cette série. Oui, et il y a aussi des gens qui, lorsque le premier film Avatar est sorti, se sont déguisés en Na'vi, et se sont peints en bleu et ont même changé leur prénom. Il y a aussi des gens qui ont appris le Klingon, ou qui se déguisent en princesse Leia à chaque convention de SF. Il y a toujours des esprits faibles, sans grande consistance, sans clarté aucune, que le moindre souffle de vent déforme. Quand je parle d'un impact nul, je veux dire par là que rien de spécifique à la série n'a fait évoluer un humain. Rien ne l'a amené vers une vérité plus profonde, vers une meilleure connaissance de qui il est. Encore une fois, qu'on l'ait regardé et qu'on ait été abasourdi par la qualité exponentiellement décroissante des saisons, ou que l'on soit passé à côté, ça n'a rien changé en nous. Dans un cas ou dans l'autre, notre chemin vers nous, vers notre être profond, n'en a pas été affecté. On peut se demander pourquoi certaines personnes se vantent d'avoir échappé à la mode Game of Thrones. Pourquoi l'afficher comme une espèce de badge de mérite? Qu'est-ce que ça signifie? Mais c'est pas grave de s'en vanter, si? Grave, non. Symptomatique, oui. Déjà, on peut se poser quelques questions sur la véracité du nombre cité. S'il était exact, ça signifierait qu'il n'y a que 80 millions de personnes dans le monde qui n'auraient pas vu un seul épisode. Ça fait pas beaucoup. Surtout quand on sait qu'il y a un peu plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à la télévision. Soit largement plus que les prétendus 80 millions. Alors, pourquoi prétendre faire partie de cette population de 1% alors que c'est visiblement faux? Pour se sentir à part, pour se sentir hors norme. Et pour ça, ne pas se soucier d'une quelconque logique ou vraisemblance est la norme. Ici, en repostant sur mon réseau social cette image, je mets en avant mon appartenance à la supposée minorité des spectateurs d'une série. Mais ça peut être la minorité qui supporte une équipe de foot bien spécifique, la minorité de ceux qui se déclarent aficionados de la corrida, ou de la minorité qui se disent connaisseurs d'art moderne. Toi, tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas un artiste. Si j'appartiens à une minorité, je suis à part. Je ne me noie pas dans la masse déshumanisée et informe de la foule. Je ne suis pas comme les autres, car je fais des tours Eiffel en allumettes. Vous avez sûrement reconnu? Pardon? La tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. C'est vous qui avez fait ça? C'est une de mes plus belles pièces. Ah bon? Vous en avez d'autres? Si j'en ai d'autres. Eh oui. On se moque de François Pignon et de sa construction avec 346 422 allumettes, mais ne fait-on pas un peu comme lui? N'essaye-t-on pas de résoudre les mini-énigmes que seuls les 3% plus intelligents peuvent solutionner? Perso, moi j'ai essayé. Je voulais me rendre compte de la qualité des dites énigmes.
pas de haut vol. Donc si seulement 3% des plus intelligents y arrivent, je vous le dis, on est mal parti. Maintenant, je n'ai pas laissé de commentaires en dessous pour dire que j'avais réussi. Commentaire que celui qui a publié l'énigme, qu'il n'a nullement eu le mérite d'inventer, va supprimer pour que les autres participants ne puissent pas tricher. Vous voyez le topo, quoi. Ne faites pas comme moi, n'oubliez pas de publier un commentaire pour montrer que vous faites partie de cette population à part, que vous êtes au-dessus de la moyenne, ou à minima différent. Je moque, mais vous voyez le processus insidieux ? Nous voulons affirmer notre identité, et si possible, affirmer une identité qui soit au-dessus du lot. En réalité, nous n'affirmons pas notre identité, nous en créons une de toutes pièces. Nous nous fabriquons un personnage. On retrouve ce mécanisme de fabrication d'identité à plein d'étages dans notre culture. Ainsi, certains vont mettre un point d'honneur à suivre la mode vestimentaire de l'année en cours. Et du même coup, ils vont sacrifier l'argent qu'ils ont gagné dans une recherche superficielle. C'est pas sympa de dire que c'est superficiel. Non, désolé, c'est factuel. Les vêtements se portent à la surface de ton individu. Tu les affiches et ils ne sont pas toi. Ils ne sont qu'une couche au-dessus de ton corps. Ils sont littéralement superficiels. Ils ne changent absolument pas qui tu es, ni tes capacités. Tu n'es pas plus intelligent parce que tu portes une blouse blanche de laboratoire que tu ne connais la loi en portant un costume de policier. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. C'est quelque chose de superficiel que l'on utilise pour tenter de dire des choses sur qui nous sommes profondément. Malheureusement, les gens manquant de clarté, le message ne porte jamais sur qui ils sont, mais plutôt sur qui ils aimeraient être. Suivre la mode montre juste que nous sommes un mouton, sans libre arbitre ni capacité de jugement. Ça ne dit malheureusement rien de qui nous sommes au plus profond. Mais alors, si on refuse la mode ? Tout dépend de la raison. Si tu refuses la dernière mode, mais que tu ne vas t'habiller qu'avec du vintage pour être différent, tu es juste en train de suivre une autre mode. Tu penses être un rebelle, mais tu n'es en réalité qu'une autre forme de mouton. Tu affiches un autre mensonge. À ton avis, pourquoi on recherche cette différence ? Pourquoi on veut sortir du lot ? On arrive sur le taoïsme là. Pour les taoïstes, l'humain fait un grand écart entre le ciel et la terre. Son esprit le rapproche du ciel par son immatérialité, et son corps de la terre par sa matérialité. Nous sommes tiraillés entre ces deux pôles, et ça se ressent encore une fois à plein de niveaux. Celui qui nous intéresse ici, c'est le problème de l'identité. Notre esprit nous dit que nous sommes tous des humains, que nous avons tous le droit de vivre, que nous sommes égaux en droit, du moins en théorie. Nous sommes aussi égaux dans nos capacités et dans nos problèmes. Quand il est un minimum clair et apaisé, notre esprit se rend compte que, quel que soit le problème que l'on aperçoit chez quelqu'un, ce problème existe aussi un petit peu chez nous. Tu peux donner un exemple ? Tu remarques que quelqu'un se trompe, mais qu'il ne s'en rend pas compte. Ça te fait sourire, ou ça te fait le regarder de haut. Toi, tu as vu qu'il ne se rend même pas compte qu'il se trompe. Haha, l'imbécile. Parce que toi, ça ne t'arrive jamais de te tromper et de ne pas en avoir conscience. Quelqu'un est désagréable avec sa femme et la traite mal, lui parle avec dureté, la rabaisse, la fait passer pour une moins que rien. Mais toi, ça ne t'arrive jamais de parler un peu durement à certaines personnes ? À ce collègue de bureau qui vient te poser toujours les mêmes questions débiles ou te montrer la photo de ses chats ? De belles paroles peuvent être vendues. Un acte honorable peut ajouter de la valeur à un homme. Mais l'homme sans mérite, à quoi bon le repousser ? Dao De Jing, chapitre 62. Si nous voyons un défaut chez l'autre, notre premier réflexe ne devrait pas être de le rabaisser. Ça devrait être quoi notre premier réflexe alors, selon toi ? J'en reparlerai à la fin de cet épisode, car cela va constituer la pratique que je vais vous donner. Bon, en tout cas, nous avons tous les mêmes problèmes à des niveaux différents. Nous avons aussi tous les mêmes qualités à des niveaux différents. Nous ne les voyons pas nécessairement chez l'autre, mais elles sont présentes. Peut-être que le collégien qui, selon sa mère, n'écoute absolument rien, est en réalité tout oui quand il est avec sa monitrice d'équitation. Peut-être que le gars qui a du mal à comprendre quand on lui parle de littérature, comprend en revanche parfaitement bien le fonctionnement des moteurs ou les interactions chimiques dans un sol de culture. Si nous avons tous les mêmes problèmes, certes à des degrés variés, et si nous avons tous les mêmes qualités, certes à des degrés variés, nous sommes identiques. Nous fonctionnons de la même manière, nous nous confondons, nous sommes tous des humains. Cette capacité à voir l'autre comme nous-mêmes a un nom, ça s'appelle l'empathie. Nous ne valons pas mieux que l'autre, car l'autre est comme nous. Nous ne valons pas mieux que l'autre, parce que l'autre ne vaut pas mieux que nous. Donc d'un côté, on a l'empathie qui nous dit que nous sommes tous pareils, que l'autre, c'est moi. Et en même temps, notre peau dit exactement le contraire. Je le rappelle, le pot est l'un des 4 grands mécanismes de l'esprit. C'est celui qui gère la liaison avec le monde matériel. Eh bien, le pot nous dit que notre corps n'est pas le même que celui de notre voisin, celui qui est obèse. Notre Hoon nous dit que, comme lui, nous avons nos faiblesses. Et peut-être que nous faisons trop de sport, alors que lui mange trop de fast-food. Notre Hoon nous dit que tous les deux, nous recherchons quelque chose qui nous comble, et qu'en cela, nous nous ressemblons. Notre moyen diffère, mais la raison, le problème sous-jacent est le même.
Notre peau, en revanche, va s'insurger et ne remarque que la différence entre notre corps, svelte et musclé, et les bourrelets de gras du voisin. C'est le pot qui a besoin de différence. Nous ne sommes ni nos parents, ni nos enfants, ni notre voisin. Nous sommes quelqu'un d'unique. Notre corps est unique. Le pot veut que ça se sache. Et il va utiliser ses armes, qui sont les règles, les habitudes, les étiquettes, les préjugés, pour arriver à ses fins. Le pot est lié au monde, donc à la survie. La notion d'individualité est intimement liée à la survie. J'ai besoin d'exister, d'être différent des autres pour me croire important et me placer sur le devant de la scène. Si je suis important, je vais survivre, non. Si je suis indispensable, les autres vont me soutenir, m'aider, non. Si on est vu comme une personnalité, on a cette impression que tout va bien se passer. Aujourd'hui, on abandonne l'amour, mais on cherche le courage. On abandonne la frugalité, mais on recherche la générosité. On renonce à être en arrière, on veut être en avant. Cela conduit à la mort. Dao De Jing, chapitre 67. Se placer dans une catégorie à part, que ce soit les HPI, les hyperactifs, les hypersensibles, les surdoués, les xénogenres renards, les supporters de l'équipe de cricket du Bangladesh, les disciples d'une quelconque religion, amènent vers la différence. Cela nous pousse à voir l'autre comme un étranger, comme un alien, pour faire un anglicisme. Et par définition, ce qui nous est étranger est inconnu. Et c'est souvent moins bien, dangereux. Sans nous en rendre compte, nous mettons en place une forme de racisme. T'exagères pas un peu quand tu parles de racisme ? Ce mot a désormais deux sens. Le premier, originel, qui concerne la théorie des races humaines dont certaines sont supérieures soi-disant à d'autres. Le second, et selon le Larousse, une attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Quand les supporters de l'équipe de cricket du Bangladesh attaquent en fin de match ceux de l'Inde, c'était en 2020, on est dans de l'hostilité. Si cette hostilité devient récurrente, comme entre les supporters de certaines équipes de foot par exemple, eh bien nous rentrons dans le cadre de la définition du racisme. Si je rabaisse en permanence certaines personnes, car elles n'ont pas vu Game of Thrones, je suis dans une forme légère de racisme. De même si je rabaisse certaines personnes, car elles ont vu cette même série. Alors oui, il y a un monde entre publier sur un réseau social « moi je fais partie des 3% de la population des génies » et aller tabasser d'autres personnes. Il y a une certaine distance. Mais franchement, quand on voit comment une discussion sur Internet peut vite tourner au vinaigre, la distance est-elle si grande ? Quand certains adolescents harcelés en ligne ne voient plus d'autre issue que le suicide, la distance est-elle toujours aussi grande ? Nous sommes tous différents, c'est un fait. Je ne suis pas vous et vous n'êtes pas moi. Cette différence est importante car elle nous donne notre individualité, notre raison d'exister. Mais elle ne doit en aucun cas être une source de glorification. On ne doit pas oublier l'autre plateau de la balance. Nous sommes tous pareils. Et ce n'est que dans cet équilibre, dans la compréhension intime que notre identité nous différencie et qu'en même temps nos similarités nous rapprochent, que nous pourrons avoir une société humaine de qualité. Alors je pense pas qu'on y arrivera un jour, et honnêtement, je m'en fiche un peu. Ça ne m'empêche pas à mon petit niveau d'essayer d'être le plus correct possible. Vous vous souvenez, lâcher prise n'est pas résignation. J'ai dit que j'essayais, je n'ai pas dit que j'y arrivais. Et c'est là que tu vas nous proposer une pratique. Bien vu. J'aimerais vous donner 2 exercices, mais comme ça va faire un peu trop, je pense que je vais vous en donner un seul, et que le second sera en bonus du prochain épisode. Comme ça, vous aurez 2 semaines tranquilles pour pratiquer et me faire vos retours. Alors, l'exercice de la quinzaine. Chaque fois que chez quelqu'un vous remarquez un comportement qui vous énerve, une tare, un vice, un problème, demandez-vous sincèrement 2 choses. La première, est-ce que moi aussi, à ma manière, je n'aurais pas un peu le même problème ? La seconde, est-ce que moi, à sa place, je ne ferais pas la même chose ? Mais parfois, on n'a pas du tout le même vice. Rappelle-toi l'exemple que j'ai pris entre celui qui se gave de fast-food et celui qui fait du sport à outrance. En apparence, il s'agit de 2 approches très opposées. On pourrait voir cela comme d'un côté quelqu'un qui détruit son corps versus quelqu'un qui prend soin de son corps. Mais en réalité, dans cet exemple, il y a dans les 2 cas un excès. Un excès provoqué dans un but précis. Cela peut être pour se sentir bien, pour être comblé ou simplement pour se sentir vivre. Ce qu'il faut voir comme point commun, c'est cet excès. Oui, enfin, il vaut mieux faire un excès de sport que de fast-food. Tu te souviens de ce coureur de trail qui à Annecy a fini au poste médical avancé à 2 doigts d'un arrêt cardiaque, qui était en insuffisance respiratoire, avec 2 tendinites et une inflammation des poumons ? Est-ce mieux que de manger du fast-food ? On peut se poser la question, hein. Mais ici, juger n'est pas le but. Nous ne voulons pas juger et ordonner du plus fort au moins important les problèmes. Nous ne voulons pas nous mettre au-dessus ou au-dessous de l'autre. Tout au contraire. Nous voulons dans cet exercice prendre conscience que nous en sommes au même point, avec les mêmes problèmes. Rien de plus, rien de moins.
Si tu commences à vouloir te dire que tes problèmes sont moins grands que les siens, tu te retrouves dans... La différence. Alors que là, nous sommes dans cette recherche d'absence de différence, dans l'empathie. Cet exercice n'est pas simple et il peut se révéler dérangeant. Si c'est le cas, vous pouvez vous demander pourquoi il vous dérange. Ça sera amusant. N'hésitez pas à poster vos expériences sur le sujet dans le groupe Facebook Taoïsme Pratique. Alors, par expérience, je sais que peu d'abonnés vont franchir le pas et se lancer dans ce challenge. Si je voulais être taquin et manipulateur, je pourrais dire « Ferez-vous partie des 5% qui ont la volonté pour sortir de la masse informe des moutons et travailler sur eux ?» Taquin, moi ? Allez, je vais de ce pas créer un sujet qui sera intitulé « Challenge 5%. » Le lien est dans la description de l'épisode. Dans le prochain opus du podcast, j'aborderai les qualités essentielles pour être un bon médecin chinois. Et je vous garantis que même si ce n'est pas votre vocation, ça va vous intéresser. J'en profiterai aussi pour vous donner le second exercice de ce challenge 5%. Et d'ici là, bonne pratique.